Alors, Cynthia m'a demandé de parler de dépistage. Je vais plutôt vous présenter, comme l'a dit la ministre, le programme Starter, qui est plutôt un programme qu'on a appelé de repérage. On n'a pas ici en Belgique des programmes de dépistage. L'objectif, c'est vraiment quand des parents s'inquiètent par rapport au développement de leur enfant, de les aider et d'aider les professionnels à repérer les troubles précoces de la communication et des interactions sociales. Alors, Madame de Groot en a parlé, on est actuellement au niveau des études épidémiologiques, on tourne autour d'une personne sur 130, 150, 100, enfin voilà, les études sont diverses. Donc, il n'y a pas de programme de repérage précoce des troubles du spectre de l'autisme en Belgique. Les pédiatres et les médecins de l'ONE sont les premiers points de contact avec les enfants et les familles. Mais on a pu faire le constat effectivement d'un manque de formation et d'un manque d'organisation du réseau quand les familles interpellent leur pédiatre notamment. Des études nous montrent qu'effectivement il y a un décalage entre les premières inquiétudes parentales et le diagnostic de leur enfant. Vous voyez que dans certaines études, entre 40 et 50% des inquiétudes parentales sont déjà là avant l'âge d'1 an, que 80% des inquiétudes sont présentes avant l'âge de 2 ans. D'autres études nous ont montré aussi davantage les signes précoces de l'autisme et des tests de dépistage ont pu être identifiés. Et donc, en lien avec le plan autisme, le ministère de l'Action sociale en région wallonne nous avait interpellés par rapport à la faisabilité d'un programme de repérage des TSA. C'est ainsi qu'a démarré le programme Starter, qui s'est affiné avec le temps, qu'on a étendu au niveau du réseau. Comme l'a dit Madame Frémaux, en 2017, on a développé le programme Starter sur la région bruxelloise. Là, il s'est terminé en décembre 2018, mais on m'a confirmé ce matin qu'il allait pouvoir reprendre en région bruxelloise dès le mois prochain et probablement en région wallonne vers le mois d'avril aussi, puisque l'idée, c'est vraiment de poursuivre ce projet qui a 3 objectifs principaux. D'une part, c'est vraiment soutenir les médecins dans leur rôle de surveillance du développement de l'enfant et les aider à repérer très précocement des signes évocateurs d'un trouble précoce des interactions sociales et de la communication. Un deuxième volet, c'est de permettre aux parents de bénéficier dès leurs premières inquiétudes d'une guidance parentale. Je vais vous expliquer rapidement après ce qu'on entend par là. Et un troisième volet, c'est vraiment la collaboration avec les structures existantes en termes de diagnostic et d'accompagnement et de soins dans l'objectif de développer le réseau. Si on diagnostique ou qu'on dépiste tôt, ça veut dire qu'il faut encore plus tôt que ce qui se passe maintenant agir. Donc ça, ce sont vraiment trois éléments importants du projet Starter. Et donc ce projet a pour public cible les enfants de moins de 3 ans. Donc ça, c'est vraiment le public cible de Starter. Alors, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici depuis 2014 et qui doit continuer à s'améliorer? C'est d'abord la formation et le soutien aux professionnels de première ligne. Donc, il y a eu des présentations du programme Starter aux médecins, aux associations de pédiatres, etc. Et une formation sur les signes d'alerte. Signes d'alerte qui sont importants donc, par rapport à cette mise en repérage des troubles de l'interaction précoce. Les signes d'alerte sont vraiment basés sur les inquiétudes des parents. C'est vraiment très, très important d'écouter les inquiétudes des parents. Et on va être attentif à des phénomènes de régression dans le développement et on va être aussi attentif aux antécédents dans la situation familiale, quand il y a des frères et sœurs qui présentent déjà un trouble du spectre de l'autisme. Et on a développé la formation auprès de ces professionnels de première ligne sur justement quels sont ces signes d'alerte, comment est-ce qu'on va les repérer. Et donc, il y a une plateforme de formation en ligne qui a d'abord été à destination des médecins de l'ONE, la plateforme Excellensis, qui est maintenant ouverte à tous les pédiatres, neuropédiatres avec une accréditation possible, où donc les médecins peuvent se former en ligne sur les troubles du spectre de l'autisme, le repérage précoce dans les troubles de la communication et des interactions. Donc ça, c'était vraiment un très gros travail
du programme Starter qui n'est pas terminé. Je pense que c'est vraiment important. Ici sur Bruxelles, par exemple, on a pu toucher quand même plus de la moitié des GLEM. Il y a 15 GLEM de pédiatrie sur Bruxelles. Plus de la moitié des GLEM ont participé à ce type d'information. Donc on avance, mais il faut poursuivre. Il y a eu des formations aussi pour les TMS, les travailleurs médico-sociaux de l'ONE, qui sont aussi en contact avec les enfants dès le plus jeune âge. Alors, comment est-ce que les familles ont connaissance du programme Starter? Ça, c'est sans doute aussi quelque chose sur lequel on doit continuer à travailler. C'est quand un parent s'inquiète du développement, où est-ce qu'il peut trouver l'information? Où est-ce qu'il peut trouver cette ressource-là? Je pense que ça, c'était quelque chose qu'on a retenu du voyage au Canada aussi, c'était de parfaire l'information, de vulgariser l'information pour que les familles puissent arriver dans ce type de projet de soutien. Donc, il y a un premier contact avec le médecin, le pédiatre, à propos d'un enfant ou de la famille directement. Donc, la formation, la sensibilisation des pédiatres a pour objectif que rapidement le pédiatre puisse identifier des signes et envoyer les parents vers l'intervenant Starter. C'est un projet qui a actuellement 3 intervenants sur ce projet, donc ce n'est pas un énorme projet, mais donc l'idée c'est vraiment de donner directement le contact du projet à la famille. Actuellement, dans un délai d'1 mois, on rencontre cette famille. Donc l'idée, c'est vraiment, dans le temps, de ne pas augmenter ce délai. De se dire, dans le mois, il faut qu'on puisse voir cette famille, analyser sa demande, observer l'enfant, et en fonction de cette première observation, voir est-ce qu'il y a lieu de compléter un outil de dépistage pour qu'on puisse rapidement mettre en place cette guidance parentale et s'il est le repérage confirme une hypothèse de trouble du spectre de l'autisme, d'orienter les familles vers un centre de référence en autisme, mais déjà de mettre en place des soutiens, que ce soit des soutiens en psychomotricité, en logopédie, etc., pour perdre le moins de temps possible. Alors, ce qu'on va faire dans ce module de guidance parentale, qui est limité à 3 séances, il y a des séances de follow-up prévues en fonction de la situation familiale, on va surtout apprendre aux familles à observer leur enfant, à observer comment leur enfant communique, pourquoi il communique, à quoi est-ce qu'il s'intéresse. Donc on va vraiment essayer de former ces parents à observer, pour qu'on puisse avoir des éléments pour les soutenir dans un autre module d'action, d'intervention, où on va donner des outils aux parents pour déjà leur permettre de stimuler au mieux leur enfant avec une suspicion de TSA, stimuler leur enfant dans la communication, dans les interactions sociales, dans le jeu. Donc on va partir vraiment de tout ce qui fait partie de la communication sociale précoce chez des petits, puisque vous savez probablement que les petits enfants avec de l'autisme ne tirent pas suffisamment de profit de leur environnement. Et donc on doit, nous, les stimuler un maximum pour qu'ils puissent apprendre et augmenter leurs compétences à tout niveau. Donc ça, c'est le module de guidance parentale. Donc il y a un suivi pédiatrique dans le cadre de Starter qui peut se faire jusqu'à l'âge de 36 mois, qui va partir des inquiétudes des parents, des inquiétudes d'un professionnel, mais aussi des inquiétudes des services. Nous, par exemple, on est très vigilants aux petits frères et sœurs dans les familles d'enfants avec autisme et effectivement, on va essayer de soutenir les familles par des observations, etc., pour mettre en place rapidement des temps de stimulation. En fonction des signaux d'alerte présents ou pas, soit si on n'a pas de signaux d'alerte, on peut prévoir un temps de follow-up après pour s'assurer qu'on est toujours bien d'accord qu'il n'y a pas de signe d'alerte particulier. S'il y a des signes d'alerte que l'enfant a moins de 16 mois, on va mettre en place ce module de guidance parentale. S'il a plus de 16 mois, on va là utiliser des outils de dépistage, notamment le MChat et le MChat révisé. Et donc, en fonction de ces outils de dépistage, on va de toute façon proposer une guidance parentale et puis orienter éventuellement vers une étape diagnostique. Alors, donc, suite à ce repérage, on va proposer cette guidance, mais on va parfois aussi déjà proposer des soutiens par des services d'aide précoce, des services d'accompagnement, des centres de santé mentale ou des suivis, comme je vous le disais, par des thérapeutes, logopèdes, psychomotricité, etc., pour déjà être dans la stimulation précoce. Donc l'idée, c'est vraiment de viser
l'amélioration des compétences communicationnelles et sociales de l'enfant dès le plus jeune âge. Donc l'intérêt de ce programme, c'est vraiment cette réponse et ce relais rapide au stress des familles, pour ne pas les laisser seuls avec leurs inquiétudes. On va pouvoir personnaliser et avancer dans l'accompagnement des familles en fonction de leurs besoins et de leur situation particulière. L'intérêt, c'est vraiment de collaborer avec le réseau de première ligne pour vraiment aller là où les familles vont en premier. C'est, ma foi, une filière simple et peu coûteuse qui permet déjà de mettre un réseau en place de ressources pour les familles. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important de pouvoir continuer à soutenir les professionnels de première ligne, et notamment via l'ONE, d'aller encore plus dans la formation des travailleurs médico-sociaux de l'ONE de première ligne, continuer la sensibilisation des pédiatres, c'est loin d'être fini, et donc de continuer à former et informer le réseau des soins de santé, des centres PMS, etc., et de réfléchir avec les centres de référence en autisme sur comment améliorer cette réponse aux premières inquiétudes des familles. Et pour les parents, notre objectif vraiment actuellement, c'est vraiment de veiller à rapidement répondre aux premières inquiétudes des familles dans un délai plus que raisonnable. Alors, quand le doute se maintient, quand on a un outil de dépistage qui confirme la présence, ou l'hypothèse de troubles du spectre de l'autisme, on va bien sûr orienter les familles soit vers des neuropédiatres, des centres de santé mentale, des centres de référence. Alors, vous savez qu'il existe, pour l'aspect diagnostic, des centres de référence en autisme qui ont été conventionnés par l'INAMI dans le secteur de la réadaptation fonctionnelle. Mais là, ça vient de changer avec le transfert des compétences. Certains centres sont conventionnés COCOM, Wallonie-Bruxelles, AVIC, en fonction des centres et de là où ils sont, les choses se compliquent un peu. Donc la mission des centres de référence, d'abord, c'est de confirmer ou non la présence d'un trouble du spectre de l'autisme par des évaluations diagnostiques et fonctionnelles. Mais leur mission, c'est aussi de coordonner des projets d'intervention en mettant ensemble tous les partenaires autour d'un enfant. Alors, le constat, c'est qu'ils existent, que vraiment c'est un aspect très très important, mais qu'effectivement on doit regretter le délai d'attente encore trop important pour un diagnostic. Alors, par rapport aux tout petits, tous les centres de référence donnent une priorité aux jeunes enfants, notamment aux enfants qui sont vus par Starter. Donc on développe le réseau pour que rapidement ils puissent être pris en charge dans ces centres-là. Les délais d'attente sont actuellement de 6 à 18 mois. Pour les petits, c'est moins. Mais le gros souci, c'est qu'on manque de pédopsychiatres et que donc, même si on augmentait la capacité des centres de référence, on est coincé parce qu'on n'a pas suffisamment de pédopsychiatres, qui est une obligation dans l'organisation des centres de référence. Donc ça, c'est probablement un premier point à pointer, c'est vraiment cette problématique du délai d'attente pour les familles au niveau du diagnostic. Alors, au niveau de la... Ça va au niveau du temps, Cynthia ? Ça va. Voilà, ça va. Alors, donc, je vous ai amené ici ce qui est en cours par rapport au repérage précoce. Donc, on est loin de répondre à toutes les demandes, mais voilà, c'est vraiment Sur Bruxelles, par exemple, au niveau du projet Starter, sur une année, on a accompagné 22 personnes. Et pour 80% de ces 22 enfants, le diagnostic s'est confirmé. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. On veille dans les services d'accompagnement à prendre ces petits déjà en stimulation avant qu'un diagnostic se confirme quand on est dans une hypothèse de trouble du spectre de l'autisme. Alors, quand un enfant a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, qu'est-ce qu'il va faire ? On a vu la maman de Sacha qui regrette effectivement le fait que on sait ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas... c'est difficile d'accès, soit au niveau financier, soit en termes de liste d'attente, parce qu'effectivement, je vous ai fait un peu un topo non exhaustif, et s'il y a des gens qui sont là et que j'ai oublié dans la liste, je m'en excuse, mais il y a beaucoup de choses qui sont proposées, pas que pour l'autisme, pour tous les types de handicap. Au niveau de l'autisme et de la petite enfance, on a des services d'aide précoce en région wallonne, des services d'accompagnement
en région bruxelloise. Certains sont spécialisés en autisme, d'autres sont plus généralistes, mais donnent aussi une priorité aux enfants avec de l'autisme. Il y a aussi les centres de réadaptation ambulatoire, tous les professionnels qui travaillent de manière indépendante, les centres d'activité de jour, les services de stimulation précoce, les crèches, les écoles. Donc il y a du monde, pas suffisamment que pour répondre aux besoins de la petite enfance, d'autant qu'on sait que dans la petite enfance, l'intérêt c'est vraiment d'une intervention précoce. Donc on sait qu'il est important, toutes les recherches nous montrent qu'il est nécessaire d'intervenir le plus précocement possible pour vraiment profiter de cette plasticité cérébrale et d'essayer de modifier les trajectoires développementales pour que cet enfant acquiert davantage de compétences et puisse devenir le plus autonome possible, avec le moins de, entre guillemets, surhandicap, mais surtout, c'est le soutien à la famille qui doit être aussi très précoce, pour éviter cette angoisse et cette errance parentale. Alors, intervention précoce, la ministre vous a parlé d'intervention intensive précoce, où donc ce qui est recommandé, c'est effectivement que dans les premières années de la vie, sur un délai de 6 mois, 1 an, particulièrement avant l'entrée à l'école, qui est des apprentissages qui soient le plus intensifs possible. Alors, les dernières recherches nous montrent que c'est peut-être pas tant 40 heures par semaine qui sont intéressantes, mais un certain nombre d'heures accompagnées surtout d'une formation de parents. Ça, c'est vraiment un autre aspect très très important de l'accompagnement dans la petite enfance. C'est d'une part l'intervention auprès de l'enfant la plus fréquente possible. Je vous parlerai après des outils par rapport à ces interventions, mais aussi l'importance d'une formation de parents. Plus les parents comprennent tôt le fonctionnement de leur enfant, mieux ils vont parvenir à lui créer un environnement qui va répondre à ses besoins pour qu'il interagisse le plus adéquatement possible avec son environnement et mettre en place les méthodes éducatives qui vont correspondre à ce petit enfant. Donc ça, c'est vraiment un aspect très très important dans les recherches actuelles, l'intervention précoce, intensive, mais accompagnée d'une formation de parents. Alors, je vais vous faire part de l'expérience qu'on a au niveau de ce qu'on fait au niveau du service d'accompagnement du SUSA à Bruxelles, comment on aide les petits-enfants. Il n'y a pas que nous qui aidons les petits-enfants, je vous l'ai dit juste avant, il y a d'autres services. Alors, le service d'accompagnement qui est subventionné par la COCOF phare est un service d'accompagnement qui travaille avec les enfants, les adolescents et les adultes. Les petits-enfants de moins de 7 ans représentent plus ou moins la moitié de notre public. Et donc, dans le cadre du service d'accompagnement, on a une mission qu'on appelle d'accompagnement précoce, dans laquelle on intervient en soutien aux enfants de moins de 7 ans. On a aussi une mission d'aide à l'inclusion scolaire qui nous permet de soutenir les petits-enfants et les autres à l'école ordinaire. Une mission d'activité de loisirs pour les enfants à partir de 5 ans qui permet de soutenir les parents en ayant du répit à certains moments. Et dans le cadre de la région bruxelloise, on a aussi, avec 5 autres services d'accompagnement, une mission qu'on appelle support au milieu d'accueil de la petite enfance, le projet OCAPI, qui est un projet qui permet au milieu d'accueil, les crèches, quand elles ont un enfant à besoin spécifique ou quand elles ont le projet d'inclure un enfant à besoin spécifique, elles peuvent faire appel aux professionnels de l'équipe OCAPI pour être soutenues dans leur projet. Et la mission de ce projet-là, c'est d'abord de sensibiliser les milieux d'accueil de la petite enfance à l'inclusion d'enfants à besoins spécifiques, pas uniquement autisme. Et on a aussi, au niveau du SUSA Bruxelles, un agrément en projet particulier pour le projet Sympa, qui est un projet de soutien à l'inclusion de personnes avec autisme et qui nous permet une action un petit peu plus intensive que ce qu'on peut faire dans notre mission globale d'accompagnement. Donc concrètement, pour les tout petits, ce qu'on développe dans nos actions et qui est loin de satisfaire les familles, les parents sont très frustrés des listes d'attente, en tant que professionnels on l'est aussi. Donc on sait qu'on doit absolument réfléchir de manière permanente à comment organiser nos services pour que les parents attendent le moins longtemps possible. On n'est pas encore arrivé
au bout de nos réflexions. Donc pour les petits, d'abord on demande aux familles de faire une formation de parents. Je vous ai expliqué avant l'importance de ces formations de parents. On organise des temps d'échange des pratiques entre les parents pour avoir un processus de formation continué et des temps de rencontre entre les parents. Les familles, dans le cadre de la mission d'accompagnement, ont aussi la possibilité de bénéficier de modules d'accompagnement, soit en famille, soit dans le milieu d'accueil de leur enfant, l'objectif étant de mettre en place les outils nécessaires au développement et au bien-être de l'enfant. Alors, pour les petits-enfants qui n'ont pas encore d'école, qui ne vont pas à la crèche ou qui vont à la crèche quelques heures par semaine, on propose des séances de stimulation au sein de nos locaux. Alors, en accompagnement, on a un petit groupe de stimulation de 5 à 6 enfants qu'on voit une fois par semaine. Dans le cadre du projet Sympa qui nous permet d'être plus intensif, on a aussi un groupe de 5 à 6 enfants qu'on voit 2 à 3 fois par semaine à raison de 3 heures. Donc vous voyez qu'on ne s'approche pas des 20-40 heures d'intervention, mais on se rend compte quand même que ces temps-là de stimulation sur une période de 6 mois à 1 an, puisque notre objectif c'est de préparer les enfants à l'école, de développer leurs compétences et puis de faire la transition avec l'école, on voit que c'est vraiment porteur chez ces petits-là en termes de gains en compétences. En lien avec une formation de parents, je pense que ça, ce sont vraiment des outils importants. Et pour l'instant, on arrive à répondre aux demandes des petits qui n'ont pas de solution. Après, quand ils sont tous à l'école, les listes d'attente sont plus importantes. Donc voilà, c'est une petite goutte d'eau parmi plein de choses qu'il faut faire, mais c'est en tout cas quelque chose qui porte ses fruits pour les enfants. Alors, dans nos interventions, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on se base au niveau de notre service sur les recommandations de bonnes pratiques et sur les interventions établies en autisme et particulièrement sur les approches comportementales. Donc, je pense que ce que j'avais envie de vous dire, c'est que les outils, on les connaît, les ressources, on les connaît, mais il faut vraiment qu'on renforce encore plus que ce qu'on fait toutes les aides possibles. Alors, pour conclure, moi j'avais envie de mettre en perspective pour le secteur de la petite enfance, au niveau de l'accompagnement, l'importance de réduire les délais d'attente. On a réfléchi lors de notre voyage au Canada, on a entendu parler de ce concept d'intervenant pivot. Les recherches qui ont été faites ici aussi nous montrent l'importance pour les familles d'avoir un fil conducteur, d'avoir un service ressources où, en fonction des étapes de la vie, des transitions, ils peuvent retourner. Donc l'idée, c'est quelque chose qu'on doit creuser davantage, me semble-t-il. L'importance, avant un accompagnement plus régulier, d'avoir un soutien plus rapproché des familles, et l'importance de développer l'offre de formation et le coaching des parents. Ça, ce sont des focus qu'il faut absolument qu'on puisse continuer à développer. Il est évident qu'il faut qu'on développe davantage l'offre d'intervention précoce. Actuellement, tous les enfants n'ont pas accès à ce type d'intervention et qu'on développe l'intervention intensive dès le plus jeune âge. Vous aurez compris que c'était important de poursuivre l'axe de repérage précoce et il faut aussi qu'on s'attarde à la formation des professionnels. Je vous ai parlé des formations de professionnels de première ligne. La ministre vous a parlé de la formation des éducateurs spécialisés au Canada. Je pense que là, on a encore un gros terrain à gagner. Je ne parlerai pas de l'aspect école, M. Majerot va faire ça très bien, mais donc après, il faut soutenir tous ces enfants à l'école. Alors, la trajectoire de vie, elle est très unique, très individuelle. Sur le trajet, pour faire le lien avec le témoignage de la maman de Sacha, il y a des inconnus, des stress, des souffrances, de la révolte, des besoins non rencontrés, c'est clair. Mais il y a aussi des ressources, il y a des outils, il y a des aides, il y a des aidants, il y a des professionnels bienveillants, il y a une volonté des associations et du politique. J'en profite pour remercier d'ailleurs au passage au niveau de Bruxelles. Sachez que l'autisme est quand même très bien soutenu, en tout cas via nos services ou autres, par les politiques, les cabinets, les administrations. On a des collaborations où vraiment on sent que c'est un sujet qui est important et qui est à réfléchir.
il y a les enfants, les jeunes, les adultes et vous les parents, c'est vous qui nous donnez un peu la marche à suivre. Hein. C'est avec vos expériences, avec vos besoins qu'on avance et qu'on doit être en questionnement permanent pour organiser nos services. Et donc je pense qu'il y a eu un petit décalage dans le diapo, mais donc on va faire un petit bout de chemin en 2019, j'espère qu'il sera très riche en projets, en efforts continus. Il faut pas lâcher le truc, c'est pour ça je pense qu'on a la chance d'avoir des parlementaires ici. Il faut continuer à enfoncer le clou parce qu'il y a encore beaucoup de besoins, mais on a les ressources. Je pense qu'il faut qu'on continue à aller vers ces ressources et vers des projets encore plus importants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Christelle Ninforge. Je pense que c'est très porteur de vous entendre sur ce moment charnière, justement, qui est celui du premier diagnostic et puis des premières compréhensions de ce qu'est l'autisme. Alors, Monsieur Majerotte, ce n'est pas la première fois que vous venez, vous êtes précédé par une vidéo, mais je vais quand même le dire, ce n'est pas la première fois que vous venez nous houspiller sur ce qu'est vraiment l'inclusion. Pas seulement employer le mot inclusion, mais ce que ça veut vraiment dire dans la pratique, l'inclusion à l'école. Bon, vous êtes précédé par une vidéo qu'on regarde maintenant.